Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du combat qui aura lieu dans la nuit du 30 septembre à la T-Mobile Arena de Las Vegas et qui va opposer deux champions undisputed, le Mexicain Saúl Canelo Alvarez contre l'Américain Jermell Charlo. Avant de rentrer dans le dur, petit rappel, si vous aimez mes podcasts, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager et de laisser une bonne note sur les plateformes. Ça fait plaisir et surtout ça m'aide beaucoup à continuer. Allez, c'est parti, on démarre. Et en préambule, on va d'abord rapidement revenir sur le match-up, qui n'est pas vraiment celui qu'on attendait à la base. D'ailleurs, quand j'ai vu les différents médias parler du combat, écrire Jermell Charlo, je me suis dit, oh les abrutis, ils confondent les frères, ou ils ont fait la faute de frappe qui tue. Et en fait, non. C'était bien Jermell et pas Jermall qui allait affronter Canelo. Parce que oui, concrètement, on s'attendait tous à ce que ce soit Jermall qui soit annoncé comme adversaire de Canelo, après qu'il ait signé ce deal de 3 combats avec PBC. Après que la revanche contre Bivol soit tombée à l'eau, on sait d'ailleurs toujours pas les vraies raisons de l'effondrement du deal. Mais ça faisait un moment en tout cas qu'on entendait parler d'une opposition entre Canelo et Jermell Charlo, qui en plus boxe en poids moyen, donc seulement entre guillemets une catégorie en dessous. Jermell, lui, il boxe en super welter, soit 2 KT en dessous, donc on le considérait même pas comme une option possible en fait. Mais surtout, ça fait longtemps finalement que Jermall, lui, n'a plus combattu. Son dernier combat, il remonte à juin 2021 et il a été éloigné des rings pour apparemment des problèmes liés à la santé mentale. Et c'est ce qui a amené Jermell, le plus jeune frère de 1 minute des jumeaux Charlo, à se voir proposer le combat pour un storytelling finalement assez attractif, undisputed contre undisputed, parce que, comme Canelo, Jermell Charlo possède toutes les ceintures de sa catégorie de poids. Alors, ça donne à ce choc sur le papier des vraies allures de méga fight, malgré le déséquilibre sur le sujet du poids qu'on va évoquer un peu plus tard. Mais après, il faut pas oublier que ce truc de undisputed contre undisputed, c'est, comme je l'ai dit, du storytelling, parce que techniquement, il y a évidemment pas les 8 ceintures qui sont en jeu. Le combat, il est en super moyen, donc ça concerne seulement les ceintures de Canelo. Jermell, c'est le seul qui aurait pu finir double undisputed, mais à la minute où la cloche qui sonne le début du combat va retentir, Charlo va perdre son titre WBO, qui ira immédiatement aux mains de Tim Tszyu, qui était son challenger obligatoire, qu'il n'a pas affronté pour faire ce combat avec Canelo. Donc Charlo va monter pour le style sur le ring comme undisputed, mais repartira quoi qu'il arrive au pire avec 3 ceintures, au mieux avec 7. Donc pour finir sur le fait que ce soit Jermell plutôt que Jermall qui affronte Canelo, je trouve aussi que ça fait plus de sens, rien que quand on compare les CV. Celui du premier, il a quand même plus de gueule, surtout quand on sait à quel point Canelo peut jouer les exigeants quand ça l'arrange, mais on va en parler sur les niveaux d'opposition qu'il attend de ses futurs adversaires, ou que ses futurs adversaires aient rencontrés avant lui plutôt, avant d'oser prétendre bien sûr à une confrontation avec lui. Jermall, ça faisait même carrément un peu injuste, je trouve, qu'il ait sa chance quand on voit son niveau d'adversité par rapport à d'autres prétendants légitimes, mais ça aussi, on va en parler. Ce combat, même si on est content qu'il existe et que, comme je l'ai dit sur le storytelling, il a de la gueule, il montre quand même la capacité de Canelo à faire ce qu'il veut. Il a gardé ses ceintures de super moyen pour aller affronter Bivol en mi-lourd. Ensuite, il a affronté un poids moyen, Golovkin, pour les défendre quand il est revenu en super moyen. En laissant sur la touche les challengers, il a ensuite pris une pause d'environ 8 mois pour soigner une blessure au poignet gauche et il est revenu dans une espèce de tune-up fight contre John Ryder pour clore le deal avec Matchroom, en laissant encore une fois ses challengers qui étaient Benavidez pour la WBC, Morel pour la WBA, Andrade pour la WBO et William Skull apparemment pour l'IBF sur le carreau. Et là, il prend Charlo qui boxe 2 catégories en dessous, donc clairement, il fait un peu sa loi et les organisations le laissent faire sans broncher. Donc concrètement, ça fera au soir du combat contre Canelo, contre Charlo, quasi 17 mois depuis que Canelo a toutes les ceintures de super moyens, qu'aucun des challengers légitimes pour un de ses titres n'a eu le droit d'avoir une chance. Et c'est quand même abusé parce que ça fera 17 mois ce soir-là, mais bon, du coup, il va y avoir le combat et il va y avoir le temps de latence après le combat. Donc c'est quand même énorme. Surtout, c'est pas sûr qu'on en ait fini avec les crossover fights cross-catégorie de Canelo, parce que après avoir parlé d'un combat Canelo contre Spence, ça revenait beaucoup à un moment, et même Canelo contre Usyk,
On a eu Canelo contre Badou Jack potentiellement, donc qui a failli se faire en plus, mais qui est tombé à l'eau. On parle maintenant de Canelo contre Crawford de plus en plus. Ça, je le vois pas vraiment se faire, mais bon, les gens en parlent, y compris les protagonistes et leur coach. Il y a Bomac McIntyre, le coach de Crawford, qui l'a évoqué en interview très récemment, justement. Bref, ça devient presque normal avec Canelo qui fasse son marché dans les différentes KT plutôt que de défendre ses ceintures contre ses prétendants légitimes. Et ça m'agace un peu, mais ce point-là, de la suite pour Canelo, on va aussi l'aborder un peu plus tard. Parce que là, c'est Jermell Charlo qui l'affronte, donc c'est de lui qu'on va d'abord parler. Alors c'est qui Jermell Charlo ? Pour moi, on sent le style d'Eric James, même s'il a d'abord été entraîné par Ronnie Shields. Il boxe les mains hautes, il sait mettre la pression, il présente par séquence un vrai style de démolisseur. Il travaille avec son jab et des crochets secs qui font mal. J'aurais tendance à dire qu'il a un style plus vif qu'un Errol Spence dans l'affiliation avec Derrick James. Il a de bonnes combinaisons et globalement un arsenal technique assez complet. Il a un bras arrière en ligne de bûcheron. Surtout, il sait donner le rythme, il sait contrer, il sait tourner. Il peut faire beaucoup de choses et il est à l'aise dans de nombreux aspects. C'est pas du tout un boxeur unidimensionnel et au-delà de ça, il a un gros mental. Tu vois que c'est vraiment un lion, il est hyper agressif et s'il sent le sang, il va te traquer. Il envoie aussi de grosses overhand. On pourrait aussi noter qu'il a mis KO Jason Rosario avec un jab au corps. Bon, il était bien abîmé déjà, mais quand même. Et encore une fois, c'est un boxeur adaptable. Malgré son agressivité de base contre Castagno, par exemple, il l'a laissé être l'agresseur et il a su combattre en reculant. Sur les défauts que je trouve, parfois il a tendance à se jeter avec beaucoup d'amplitude dans ses coups et il laisse de grosses ouvertures à des contres dans ses excès d'agressivité parce qu'il envoie aussi des gros swings quand il attaque. Ses armes principales, je dirais que du coup c'est un très bon crochet gauche, un gros cardio, une bonne utilisation du jab, que ce soit pour piquer et pour trouver sa distance. Et comme je l'ai dit, il a aussi une grosse droite en ligne et on peut aussi mettre à son crédit le fait qu'il soit quand même assez complet et agressif, que ce soit en avançant ou en reculant. De mon point de vue, dans les combats marquants et récents qui aident à cerner le boxeur qu'est Jermell Charlo, il y a ces deux combats contre Tony Harrison. Harrison qui a infligé sa première et unique défaite à ce jour à Charlo, mais qu'il a su venger. Et il y a ces deux combats aussi à Charlo contre Brian Castagno, qui lui a arraché un match nul avant lui aussi de finir par s'incliner. Donc ces combats, ils sont intéressants à analyser parce qu'ils permettent d'analyser comment Jermell Charlo a su reprendre le dessus dans une revanche et faire les ajustements dans sa boxe pour gagner. Dans le premier combat contre Harrison, Charlo, il a un problème de timing, de précipitation, de prévisibilité. Il y a aussi un déficit de précision et trop de phases en fait où il est attentiste, voire statique, surtout défensivement. Il était lisible là où Harrison, il changeait de rythme. Harrison, il a su rendre les offensives de Charlo stériles et il trouvait souvent le bon timing pour le piquer. Il y avait un gros problème de gestion de la distance pour Charlo. On peut aussi voir qu'il laisse ses émotions prendre le dessus en fin de combat, même à partir du round 8 où il cherche à tout prix le KO en forçant ses coups. Après, le style et le game plan d'Harrison, c'était de toucher dans le bon timing et de bouger, et c'est clairement pas ce que va proposer Canelo a priori. Mais c'est intéressant parce que dans le deuxième combat, Charlo, il va tout de suite chercher le combat plus rapproché, il va montrer plus d'explosivité et d'imprévisibilité dans ses coups, il va garder les mains hautes pour avancer et réduire la distance avant de frapper. Et dans ce combat, on voit qu'il choisit plus ses coups, il est surtout plus mobile défensivement, que ce soit avec son buste ou son footwork. Et globalement, cette fois, il a un meilleur timing, de meilleures combinaisons et de meilleures variations. Le combat, il reste compétitif, mais on voit à quel point Charlo s'est adapté. Il prend quand même des coups, mais il laisse pas Harrison l'outboxer. Par moments, il a aussi montré une capacité à boxer en reculant déjà et à être le boxeur mobile plutôt qu'uniquement le boxeur agressif à tout prix. Et encore une fois, le combat, il est équilibré, mais on voit les ajustements et Charlo va scorer 3 knockdowns, puis obtenir la victoire par arrêt de l'arbitre dans le 11e. Ensuite, j'en parlais, sa confrontation avec Castagno. Alors moi, en plus, j'avoue, j'étais vraiment pour Castagno. On voit que cette fois, Charlo, il accepte parfois complètement d'être l'agressé, de reculer et d'encaisser avec les mains hautes. Après, il va aussi prendre le centre par moment. Il travaille sur de bons contres. Il a une bonne mobilité, il t'aime bien. À un moment, il se fait toucher et il fait l'ascenseur, mais il reste complètement dans l'échange. Donc ça montre aussi son mental, sa détermination. Après, celle-là, je pense que s'il la prend par Canelo, pour le coup, il tombe.
Mais sur ce combat, pour moi, peut-être que son défaut, c'est d'avoir trop accepté de reculer justement et d'être le boxeur mobile plutôt que de chercher à imposer davantage sa volonté. Il a aussi beaucoup trop travaillé uniquement sur 2 types de combinaisons, gêner et chercher sa distance avec le jab, puis envoyer des crochets courts en contre ou des 1-2 puissants en ligne, parfois suivi d'un 3e coup pour faire reculer et essayer de réavancer. Ça l'a rendu plus lisible en fait, je trouve, le fait qu'il ait ces 2 combinaisons qu'il utilise beaucoup et moins de variété. Surtout, comme je le disais, il a trop accepté de subir avec des jabs pas vraiment efficaces quand il reculait, qui étaient un peu mous et qui stoppaient pas Castaño en fait. Et sa précipitation, elle lui a fait défaut aussi parce que à un moment dans le 10e, il secoue Castaño, mais derrière, il est trop imprécis pour conclure. Donc au final, il a eu pas mal de petits couacs qui l'ont empêché de repartir avec la victoire. Et en plus, je me dis que pour le coup, Canelo, il pourrait lui proposer un peu le même type de combat que Castaño, alors avec moins de débit et de vitesse, mais beaucoup plus de puissance et un pressing plus étouffant. Donc il y a vraiment des enseignements à tirer de ces confrontations avec Castaño. La première se finira donc, comme je le disais, sur un nul. Et lors de la revanche, même si Charlo accepte encore d'être celui qui recule, cette fois il est beaucoup plus efficace avec son jab. Il le met pour faire mal dans le timing de Castaño pour le décourager d'avancer. Et il est aussi beaucoup plus direct dans ses contres. Il empêche Castaño de finir ses séries, il varie davantage en attaquant plus le corps et en se projetant. On voit qu'il cherche vraiment à le timer, il met plus de débit et beaucoup plus de changement de rythme. Il surprend plus Castaño au final, il casse son tempo et il l'empêche d'avancer, donc d'appliquer sa boxe. Il le fait avec beaucoup plus d'intention de faire rater aussi Castaño. Il travaille en esquive plutôt que d'accepter tout le temps de prendre dans les gants. Et on voit que Castaño, il est surpris en fait par le débit et les contres au milieu de ses enchaînements. Le combat il reste équilibré ici aussi, mais Charlo fait beaucoup plus de dégâts qu'au premier combat. Castaño sera de moins en moins efficace au fil que les rounds avancent et Charlo va finir par lui mettre un knockdown sur un gros crochet dans le 10e et obtenir un arrêt de l'arbitre après avoir encore envoyé Castaño au tapis. Donc Charlo, comme je le disais, c'est un boxeur finalement très complet qui sait s'adapter et faire des ajustements d'un combat à l'autre. À voir s'il sera capable de le faire au besoin dans un seul et même combat contre Canelo. Alors du coup, on vient de parler du style de Charlo et de ses qualités, mais est-ce que le combat, il est équilibré pour autant monter 2 divisions, c'est pas toujours simple, ça le même plutôt jamais. On a en tête les exemples de Mikey Garcia, monté 2 catégories pour affronter Errol Spence en welter et qui avait pas vu le jour, ou encore d'Amir Khan, qui a combattu Canelo justement à un catchweight quand il était en welter et Canelo en moyen, si je dis pas de bêtises. Donc ici aussi, on a eu plus ou moins 2 catégories d'écart et Khan l'avait payé cher. Charlo, il a combattu qu'en super welter depuis 2011. Son dernier combat, il date de mai 2022. Il aura donc eu 15 mois d'inactivité et un certain laps de temps pour se préparer. Mais il a admis récemment en interview que c'était difficile d'adapter son poids et son corps pour gagner en masse. C'est un poids qu'il peut faire naturellement, bien sûr, mais donc celui des super moyens. Mais c'est pas un poids auquel il est habitué à combattre. Si on observe son gabarit, en revanche, il reste dans les standards des super moyens. Il fait 1m83 pour 1m85 d'allonge, donc ce serait pas le plus grand des super moyens, mais c'est loin, très très loin d'être le plus petit. Grosso modo, il est un peu taillé comme un Demetrius Andrade. Surtout, je pense qu'il pourrait combattre au quotidien en moyen comme son frère Jermal, mais qu'il est resté dans la catégorie en dessous, un peu par choix aussi pour pas avoir à combattre avec son frère. Quoi qu'il en soit, contre Canelo, il aura un avantage de taille et d'allonge. Ce qui avait par exemple fait défaut à Mikey Garcia contre Spence. Mais Canelo sera très certainement le plus lourd et le plus puissant naturellement des deux. À voir aussi si Jermel va réussir à conserver ses qualités en montant ces 2 catégories. Si le gain de masse va rien sacrifier dans son jeu en termes de vitesse, de mobilité, d'explosivité ou encore de vivacité. Maintenant qu'on a fait le point sur Jermel et l'opposition, on va parler de Canelo, d'où il en est avant ce combat. Et on va pas se mentir, et c'est l'avis un peu général, on reste sur des dernières performances de Canelo qui sont moins sensationnelles. Il travaille que en power punch, avec peu de versatilité et surtout un gros déficit de cardio. On le sent sur la pente descendante, pour pas dire le déclin. Il a fait le choix de consolider son style où il avance, met le pressing avec les mains hautes et travaille encore une fois quasi exclusivement qu'en power punch. Il bouge de moins en moins sa tête, il reste un peu statique et on sent qu'il fatigue aussi.
Après, je me dis parfois, est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur avec lui? Est-ce qu'on n'est pas trop exigeant? Parce que même sur le déclin, est-ce qu'il reste pas quand même très au-dessus de beaucoup de boxeurs? Donc la réponse est oui, mais de beaucoup de boxeurs auxquels on a tendance à le comparer aujourd'hui par rapport à ce déclin. Parce que ce qu'il a fait encore très récemment à tous les champions super moyens, c'était quand même quelque chose. On voit encore dans les oppositions aujourd'hui, personne n'est capable de faire ce que lui leur a fait. Il avait déjà ce style-là, mais il les a tous atomisés de façon assez impressionnante. Alors certes, Bivol, il a montré ses limites et il a jeté un froid. Il a tiré la langue en fin de combat contre Golovkin, mais il a quand même dominé. Et derrière, ensuite, dans son combat suivant, il a bien amoché John Ryder, qui est loin d'être un simple faire-valoir. Pour moi, d'ailleurs, John Ryder s'était fait complètement voler contre Callum Smith à l'époque. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est pour dire la valeur du boxeur qui est Ryder, c'est pas n'importe qui, je trouve. Et ce qui est frustrant finalement ici, c'est que ce combat contre Charlo, il va nous donner des enseignements sans vraiment nous en donner. Ou plutôt que dans un sens, parce que si Canelo gagne, on dira c'est normal, le pauvre Charlo, il a dû monter de 2 divisions. Par contre, si Canelo perd, là forcément, on aura une confirmation qu'on a un Canelo en bout de course. Récemment, il a dit d'ailleurs qu'il se voyait encore boxer 3-4 ans, donc ça me semble énorme, parce que même s'il a que 33 ans, finalement, il a beaucoup de kilomètres au compteur. Et le problème, quelque part, c'est que on n'est pas sûr qu'il puisse tenir cette durée en étant compétitif dans les combats qu'on veut voir. Et du coup, est-ce qu'il veut laisser l'image d'un boxeur vieillissant? Est-ce qu'on a envie qu'il nous laisse cette image-là? Peut-être qu'il se voit capable de nous faire du Ali quelque part entre guillemets, donc j'entends par là un style moins flamboyant mais qui lui permettrait de durer, même si Ali il a quand même très mal fini. Au fil des années, Canelo il a finalement accru sa puissance et son assise au détriment de sa mobilité et de son imprédictibilité / son explosivité. Il a toujours boxé finalement en mettant le pressing et en travaillant en power punch, mais là il perd de plus en plus, je trouve, sa virtuosité au fil des ans. Après, il y a des choses qui changent pas forcément, il a toujours assez peu utilisé son jab, mais plus cherché ses coups durs explosifs en contre ou en remise. Son style, c'est d'utiliser son jab pour cacher ses coups, plus que vraiment pour de la préparation d'attaque. Il cherche pas à marquer des points ou à gérer avec. Sa stratégie de combat, c'est vraiment d'avancer en bloquant, en parant avec les mains hautes pour enfermer, puis travailler sur des coups puissants. De temps en temps, il y a de l'esquive remise, mais utilise beaucoup moins qu'avant la qualité de son jeu défensif et sa mobilité de buste, ses esquives ou encore ses mouvements de tête. Encore une fois, il a consolidé ce style autour d'un socle un peu minimaliste qui a renforcé son impact, mais qui lui donne un côté beaucoup moins complet et surtout beaucoup moins flamboyant. Une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est quoi du coup les clés du combat? Alors la clé pour Charlo, ça va être le débit, l'explosivité, l'adaptabilité aussi. Il va faire face au pressing et aux coups lourds de Canelo, donc ce sera à Charlo d'être mobile. On a pu le voir, ce qui gêne Canelo, c'est des styles un peu in and out à la Bivol, où il n'a pas la possibilité d'appliquer le pressing qu'il aime. Aller à la guerre, ce serait plus dans son registre. Il n'aime pas trop les boxeurs mobiles, c'est d'ailleurs ceux qui lui ont causé le plus de difficultés dans un passé récent, parce que outre Bivol, on peut citer Lara ou même Saunders et Plant, qu'il a quand même réussi à avoir, mais qui l'ont gêné pendant l'affrontement. Et s'ils se sont fait finir, je parle de Saunders et Plant, c'est peut-être aussi parce qu'eux ont été mobiles sans être assez agressifs. Dans ce cas de figure-là, Canelo il finit toujours par réussir à les coincer, à les épuiser par son pressing et à les terminer. Mais on constate que face à ce genre de boxeur, Canelo il est quelque part de plus en plus dans un schéma où il doit chercher le KO pour gagner. Encore une fois, il faut bouger, mais pas bouger pour bouger. Il faut faire comme Bivol, être mobile tout en étant agressif pour casser le timing. Par séquence, le pousser à reculer avec de grosses combinaisons pour le mettre dans la peau de l'agressé. Est-ce que Charlo va réussir à imprimer de l'agressivité sur Canelo? C'est la question qu'on se pose. Sachant qu'en plus, Canelo il a un menton en acier, donc Charlo peut s'épuiser dessus s'il cherche à tout prix des successions de coups durs. Ce serait surtout pas une bonne idée pour Charlo de rester toe-to-toe contre Canelo. S'il est malin, Charlo a les armes pour gêner Canelo, parce qu'il est extrêmement complet, je l'ai dit. Là où, encore une fois, j'ai tendance à penser que Canelo l'est de moins en moins. Mais c'est la capacité de Canelo à exceller dans ce qu'il fait et d'imposer le combat qu'il veut, qui peut quand même lui donner l'avantage. Est-ce que Charlo va aussi réussir à résister à ses émotions? C'est une autre question. Encore une fois, la clé pour battre Canelo, c'est de pas le laisser s'installer comme il l'a fait, comme l'a fait Bivol contre lui, piquer tout le temps pour l'empêcher de trouver un rythme. Et quand Canelo se frustre et se montre plus statique, là, faut lâcher les combinaisons. Et c'est un peu finalement ce qu'a mis en place Charlo dans le deuxième combat contre Castagno.
Paradoxalement, ce qui peut faire la différence aussi pour Canelo, ça pourrait être de laisser Charlo être agressif et de le punir en frappe lourde quand il s'expose. Mais bon, je le vois mal adopter ce type de stratégie, c'est pas sa boxe. Mais en tout cas, Charlo, je pense qu'il va prendre des coups, c'est sûr. Alors, ce qu'on attend de voir, c'est comment il va les encaisser. Et ce dernier point, mais on sait aussi que Charlo s'est cassé méchamment la main récemment. Ça aussi, ça peut avoir de grosses conséquences. Si ça diminue l'impact de ses coups en prenant 2 catégories, ça peut être rédhibitoire. On sait par exemple que Floyd Mayweather, il n'a plus jamais été le même boxeur après s'être cassé les mains. C'était fini les KO. Bon, après, Mayweather, il avait bien d'autres choses à proposer. Mais Charlo, sans son punch, dans cette configuration, ça pourrait vraiment lui porter préjudice. Donc, à voir les conséquences de cette blessure. En termes de scénario, pour moi, on aurait donc soit une victoire au point de Charlo, s'il arrive à mettre du volume. Je ne le vois pas mettre KO Canelo. Donc, s'il arrive à mettre du volume en se déplaçant, en piquant avec son jab et des enchaînements, ou bien l'autre côté, ce serait pour moi sûrement une victoire par KO pour Canelo. Donc soit il arrive à le faire en marche avant, ce qu'il va faire je pense, ou tenter de faire en tout cas, d'être en mode marche avant, ou chercher à faire mal à Charlo tout en résistant au coup pour réussir à le finir. Mais comme je disais, il pourrait aussi le faire en reculant et en ayant le bon timing pour contrer, mais encore une fois, c'est pas vraiment son style. Si je me risque à un pronostic quelque part, même si on est dans une sorte de momentum pour Charlo, je vois quand même une victoire de Canelo, même vieillissant et malgré les qualités de Charlo, je pense que 2 catégories au-dessus, avec l'inconnu autour de sa main cassée, sur un combat, ce sera trop dur pour lui. Canelo, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, et je pense qu'il a l'expérience pour que ça le pousse, et pour pas se laisser atteindre par les enjeux. Parce que justement, maintenant parlons-en, mais une fois qu'on a évoqué tous les tenants et aboutissants, ce qu'il faut évoquer, c'est la suite. Clairement, une nouvelle défaite pour Canelo, ce serait un peu catastrophique. Là, on serait sur un déclin qui serait impossible à masquer. En revanche, en cas de victoire, on a déjà un storytelling tout tracé pour la potentielle vengeance par le frère. On sait que dans le deal avec PBC, il va rester 2 combats. Le plus probable et le moins risqué, ce serait Andrade puis Jermell Charlo. L'histoire, elle serait écrite pour mettre Andrade en face de Canelo, qui en plus est le challenger WBO, donc ça calmerait un peu les gens. En attendant la préparation du grand frère. Ensuite, on a le scénario pas mal, mais plus dangereux. Andrade en attendant un éliminatoire Morel contre Benavides et Canelo qui prend le gagnant. Ça peut d'ailleurs être Morel ou Benavides, sans éliminatoire entre les deux. Au moins dans ce schéma, 2 challengers de suite auraient leur chance. Mais le deuxième combat serait à coup sûr le plus dangereux pour Canelo. On a aussi le scénario idéal, mais qui je pense n'arrivera jamais, qui serait Benavides contre Morel Jr. à la suite. Alors ça, je le vois pas du tout se faire, mais bon, on peut rêver. Et encore une fois, paradoxalement, ce qui tient, je pense, le plus la corde pour avoir son combat contre Canelo, c'est Andrade, parce qu'il est challenger, parce qu'il est moins risqué. Mais je trouve ça injuste pour Benavides, surtout après ce que Canelo a dit, à savoir que les mecs devaient se boxer avant d'attendre que ça leur tombe tout cuit dans le bec. Là, Benavides, il a quand même fait le taf, notamment avec Plante. Il devrait avoir sa chance, surtout que les fans attendent vraiment ce combat. Attention aussi, parce que je ne l'ai pas encore évoqué, mais on n'est pas non plus à l'abri d'une revanche avec Jermell. Si Jermell gagne, par exemple, on pourrait avoir une revanche et un ultime combat qui se jouerait encore une fois entre Andrade, Benavides, Morel Jr. et pourquoi pas Jermell Charlo. Pour moi, le plus dangereux de tous, c'est Morel Jr. Lui, c'est mon chouchou absolu. Après, il a peut-être encore besoin d'un peu d'expérience. Benavides est le plus mûr et légitime, mais j'arrive pas à voir Canelo l'affronter parce que c'est trop dangereux. Encore une fois, ceux qui tiennent la corde pour moi, c'est Andrade et Jermell. Après, ça dépend bien sûr du résultat du combat contre Jermell. Enfin, on parlait en début de podcast, mais ça discute pas mal de Terence Crawford contre Canelo, mais je vois pas le truc se faire. Crawford, il a déjà d'autres défis dans l'immédiat, et Canelo, il a pas l'air méga chaud. D'ailleurs, il a récemment dit que Crawford avait seulement battu un bon combattant en battant Errol Spence, mais que sinon, il a pas combattu d'autres grands combattants. Je trouve que Canelo, il occulte aussi un peu comment Crawford a battu Spence. Je suis encore traumatisé personnellement, parce que c'était vraiment impressionnant.
Et c'est aussi de manière plus générale un truc qui me saoule un peu chez Canelo. Il aime trop dire que tout le monde est nul et que personne n'a battu personne et que lui, il a fait ci, il a fait ça et que les autres n'ont pas le droit de l'affronter ou sont pas légitimes. Et derrière, il va boxer des Hill Dream. Donc cette posture, elle me fatigue un peu parfois chez lui. Et c'est aussi ce qui me fait peur avec Canelo. C'est un boxeur que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui m'a impressionné. Et j'ai pas envie de le voir durer trop pour faire des trucs qui vont me saouler et ternir un peu l'image que j'ai de lui en faisant des déclarations dans ce genre un peu naze et des match-ups bizarres comme il est en train de nous faire de plus en plus, même si ça reste des combats excitants. Mais voilà, c'était mon dernier point. Sur ces dernières paroles, du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce combat qui s'annonce quand même hyper intéressant. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos pronos en commentaire si ce podcast vous a plu. Surtout, pensez à liker, partager, vous abonner. Un petit message, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Merci encore à tous ceux qui le font. À très bientôt, notamment pour le débrief sur Antenne Box. D'ici là, portez-vous bien. Salut!